Ionel de Roachim était la princesse de l'Empire Roachim. L'empereur l'adorait, même si elle était la dernière à accéder au trône. Son seul regret était qu'elle ne soit pas née garçon. Si elle avait été un garçon, elle aurait certainement obtenu le trône tant convoité par tous. Mais Ionel ne s'intéressait pas du tout au pouvoir. La jeune fille n'était pas opposée à l'accession au trône de son frère aîné Agris de Roachim. Ionel aimait sa famille et était heureuse avec elle. Lorsqu'Agris devint majeur, il tua son père de ses propres mains. Malheureusement, Ionel l'a vu venir. Elle vit son frère bien-aimé Agris, de sa propre main, plonger un poignard dans le cœur de son père. « Agris, pourquoi as-tu fait cela ?» demanda Ionel. La jeune fille n'avait jamais vu son frère dans un tel état. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Son frère avait-il vraiment tué leur père ? « Ionel, que fais-tu ici ? Mais tu n'es pas obligé de répondre, c'est encore mieux. Père ne se sentira pas seul si tu l'accompagnes. » Agris sortit son épée de son fourreau. D'un geste, Agris trancha la gorge de sa sœur. Ionel se réveilla dans un endroit inconnu. Il n'y avait que le vide autour d'elle, et une musique calme et paisible jouait. La jeune fille se rendit compte qu'elle était morte. Un mur de verre épais apparut devant elle. Ionel toucha le verre qui se fissura immédiatement. De petits éclats jaillirent. « Enfin réveillé », dit un homme aux cheveux blonds. À côté de lui se tenait une femme aux cheveux d'un rouge éclatant. Ionel n'avait jamais vu ces personnes auparavant. La jeune fille regarda autour d'elle. L'endroit lui était totalement inconnu. Ionel regarda son corps. Soudain, elle se rendit compte qu'elle avait des pattes d'animal à la place des mains. Elle s'était transformée en animal. « Je vois que vous ne nous reconnaissez pas. Et si moi, je nous reconnais ?» dit l'homme aux cheveux blonds en se transformant en un grand renard blanc. « Pourquoi effrayer cette pauvre enfant ? Redevenez vite humain !» ordonna la femme aux cheveux colorés. Un instant plus tard, le renard blanc devint humain. « Mon Dieu, que se passe-t-il ici ? Qui sont ces gens ? Pourquoi cet homme est-il devenu un animal ? Moi, la princesse de l'Empire Roachim, suis-je devenue une bête divine ?» La jeune fille était horrifiée. « Écoutez, que s'est-il passé ? Pourquoi une telle agitation ?» demanda son subordonné Lord Abelod. « Ah, commandant, l'empereur est décédé subitement la nuit dernière. On dit que la princesse Ionel l'a tué, » raconta le subordonné. Lord Abelod connaissait bien la princesse Ionel. Il l'avait même servie pendant un certain temps. « Lord Abelod, avez-vous réfléchi à ce que vous voulez faire à l'avenir ? Je sais que vous êtes une personne extraordinaire, et je suis sûre que vous deviendrez un héros dont la renommée s'étendra au monde entier, » dit un jour Ionel en regardant les gouttes de pluie chaude tomber du ciel. Lord Abelod n'arrivait pas à croire qu'une fille aussi douce que la princesse Ionel puisse faire une telle chose. « Loucha, tu t'es encore caché ? Rentrons à la maison, ta mère t'attend déjà, » dit Lanor en prenant les mains de Ionel. Cela faisait maintenant plus d'1 mois que Ionel était dans le corps du renard blanc. Comme la jeune fille l'avait supposé, elle était devenue une bête divine. Lanor était son nouveau père. Au début, la jeune fille avait essayé de nier la vérité, mais elle avait rapidement accepté son destin. Il y a longtemps, la jeune fille avait lu dans des livres que des bêtes divines commençaient à apparaître sur Terre à partir des éclats des dieux. Elles pouvaient prendre la forme de renards argentés, de lions dorés, de baleines bleues, de loups rouges, d'aigles blancs et de serpents verts. Les bêtes divines qui ont hérité du pouvoir d'un dieu peuvent communiquer avec la nature et les esprits. Elles prenaient soin du ciel et de la terre, des mers et des rivières. Mais un jour, une catastrophe est survenue et les bêtes ont dû travailler ensemble pour défendre le continent. Depuis, personne n'avait entendu parler d'eux. Ionel savait maintenant que les bêtes divines n'étaient pas parties, mais qu'elles s'étaient simplement cachées dans une forêt lointaine et ne s'étaient jamais montrées aux yeux de quiconque. Après la catastrophe, les bêtes divines avaient perdu leur lien avec les esprits, mais elles avaient conservé leur pouvoir divin. Les bêtes divines pouvaient se transformer en humains dès leur naissance. Elles étaient également douées pour l'épée et la magie. Malheureusement, Ionel ne pouvait pas se transformer en humain. Elle ne pouvait même pas parler. C'était probablement parce que Ionel se souvenait de sa vie précédente et que cela la maintenait dans un état de confusion. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi Agris les avait tués.
elle et son père. De toute façon, le trône ne lui aurait pas été transmis par la loi. Agris serait devenu empereur. Ionel voulait vraiment demander à son frère pourquoi il avait fait cela. Mais comment pouvait-elle le faire? Après tout, elle ne sait pas parler. « Ma petite, pourquoi es-tu si fâchée aujourd'hui? Tu t'es vexée parce que je t'ai empêchée de conquérir le Nord? Ai-je blessé ton sens de la dignité ?» demande la Nord. La jeune fille se contenta de soupirer lourdement. Elle ne pouvait rien dire. Lanor s'approcha de la grotte et appela bruyamment sa consoeur par son nom. Surya sortit de la grotte et prit leur fille des mains de son mari. Ionel aimait bien ses nouveaux parents. Ils étaient gentils, doux et très attachés l'un à l'autre. Lanor imprima la lettre qui était arrivée à son nom. « C'est une situation assez désagréable. Imagine, on dit que l'empereur a changé. Je ne peux pas croire que l'ancien ait été tué. On dit que le meurtrier est sa fille Ionel de Roachim. Puis elle s'est suicidée, » dit Lanor après avoir lu la lettre. « J'ai compris. Agris a décidé de m'accuser. Mais pourquoi aurait-il fait cela? De toute façon, il serait monté sur le trône sans encombre, » pensa Ionel. La jeune fille pleura amèrement. Non seulement son père était mort, mais on lui avait fait porter le chapeau. Lanor et Seria se précipitèrent pour réconforter leur fille. Elles commencèrent à lui dire des mots tendres et lui apportèrent immédiatement un plateau de ses fruits préférés. « Serait-ce qu'elle souffre? Elle refuse même de manger. Cela fait des heures qu'elle n'arrive pas à se calmer. À ce rythme, elle va bientôt s'effondrer sans force, » dit Seria. Surya prit sa fille dans ses bras et se mit à fredonner une berceuse. Le lendemain, l'humeur de Ionel s'améliora. La jeune fille se promit de raconter au monde entier ce qui s'était passé dès qu'elle en aurait l'occasion. Ainsi, justice serait enfin rendue. « Surya, j'ai besoin de me retirer dans le monde des humains pour un moment, » dit Lanor à son consort. « Le monde des humains? C'est l'occasion pour moi de rendre la justice !» Ionel se réjouit. « Si je n'agis pas, Vermont pourrait attaquer la forêt. Et puis, ce serait une bonne idée de rendre visite à la famille impériale. Ce n'est pas pour rien que le renard argenté est considéré comme le saint patron de ces Esther. Nous devrions voir ce qui se passe dans la capitale. » Lanor enfila son costume de cérémonie. 2 membres de la famille impériale ont été tués. « J'imagine l'agitation qui y règne en ce moment, » murmura Seria. Ionel courut vers son père et lui serra fortement la jambe. Elle devait faire en sorte qu'il emmène sa fille avec lui. Il n'y aurait peut-être pas d'autre chance d'entrer dans le monde des humains. « Gee, tu veux vraiment venir avec moi ?» demanda Lanor à sa fille. La fille le regarda avec de grands yeux brillants et poussa un cri de joie. « Non, tu n'iras nulle part. Le monde des humains est très dangereux. Tu n'es pas encore prête. Je ne peux pas te laisser partir. Laisse papa y aller seul. Et toi et moi, nous nous préparerons et nous partirons plus tard. » Seria promit à sa fille. Ionel regarda son père avec des yeux pleins de larmes. « Mais elle sera en sécurité. Je ne vois aucune raison de ne pas la laisser partir avec moi, » dit Lanor à la grande joie de Ionel. « Ne t'inquiète pas tant, Seria. Ta confiance en moi est directement proportionnelle à sa sécurité. Cela signifie que si tu me fais confiance, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. D'ailleurs, tu peux voir par toi-même à quel point elle est impatiente de partir. Lusha veut vraiment entrer dans le monde des humains. Je ne vois aucune raison de le lui refuser. » Lanor enveloppa sa fille dans une chaude cape et l'accompagna dans le monde des humains. « Lusha, avant d'aller dans le monde des humains, tu dois apprendre certaines choses. Il y a 3 lois immuables. Premièrement, tu ne peux pas interférer avec le cours de l'histoire. Deuxièmement, personne ne peut savoir qui tu es. Et enfin, il est interdit de tomber amoureux des humains. S'ils découvrent que tu as enfreint l'une de ces règles, tu seras immédiatement emmené chez les anciens et enfermé dans la forêt divine pour toujours. Mais pour moi, tous ces tabous ne sont que des idioties. Faisons au moins semblant de suivre les règles pour ne pas avoir d'ennui, d'accord? Nous voici donc ici. C'est notre maison dans le monde des humains. Lorsque Lanor entra dans le manoir, les chevaliers coururent immédiatement vers lui et s'agenouillèrent devant lui. Ils commencèrent à le louer en tant que grand-duc d'Elaran. Ionel se souvint que le grand-duc Lanor Karl Elaran était connu pour éviter soigneusement toutes sortes de banquets et de réceptions. Il était si peu sociable qu'il lui arrivait de défier les ordres de l'empereur lui-même, en refusant de se présenter au palais. Peu de gens pouvaient se vanter d'être proches du duc Elaran,
mais personne ne le méprisait. Le duc était le maître des montagnes imprenables et du mur de glace au nord. Son habileté à l'épée était légendaire. Mais il ne s'agissait pas de légende, car le duc avait réellement sauvé l'Empire de l'invasion des barbares venus du nord. Les rumeurs concernant le duc Elaran étaient vraiment contradictoires. Certains disaient que c'était un meurtrier sanguinaire qui se délectait de la violence. Certains l'imaginaient comme un vieil homme laid, d'autres comme un beau jeune homme. Le duc était une énigme, un mystère enveloppé de ténèbres. « Bienvenue à la maison, votre seigneurie », dit Aiden, le majordome. « Alors, il est temps de se remettre au travail ?» Aiden ouvrit les portes du bureau du duc. Le bureau était rempli de papiers. « Et vous n'êtes pas vraiment accueillant !» Lanor grommela. « Entrez. Vous avez quitté le manoir depuis longtemps. Il y a beaucoup d'affaires urgentes qui s'accumulent. » Le majordome poussa le duc dans son bureau et referma les portes derrière lui. « Voyons ce qui s'est passé pendant mon absence. Les barbares ont trouvé le moyen de franchir le mur nord. Mais quoi qu'il en soit, ils ne sont pour moi que de pathétiques insectes. » Marmonna le duc en parcourant les papiers. « Alors, mon petit, on va camper avec toi ? Nous devons exterminer ces barbares pour qu'ils ne se mettent pas en travers de notre chemin. » demanda Lanor qui, avec un sourire enjoué, prit sa fille dans ses bras. Le soir venu, Lanor laissa sa fille dans sa chambre et vaqua à ses occupations. Soudain, la fille vit un grand cercle brillant de couleur bleue au milieu de la pièce. Au centre de ce cercle est apparu un jeune garçon aux longs cheveux blancs. Au pendentif qui pendait au cou du garçon, Ionel devina que l'archimage se trouvait devant elle. L'archimage fut également surpris de la présence d'un animal dans la pièce. Il s'approcha de Ionel à pas lents. « Et que fait cette pelote de laine ici ?» L'archimage attrapa Ionel par la queue et la souleva. « Comment m'a-t-il appelé ? Laisse-le se regarder ! Quel bel homme il a trouvé !» La jeune fille se sentit offensée. « Que faire de toi ? Tu es trop petite. Tu ne m'es d'aucune utilité. » marmonna l'archimage en examinant le renardeau. « Qu'est-ce que tu as dit, espèce d'abruti ? Tu débarques toi-même chez moi et tu commences tout de suite à m'insulter. Je veux dire, toi et moi, on ne s'est même pas encore rencontrés. Et je ne suis qu'un enfant, je devrais être traitée avec le respect que je mérite. » Ionel commença à se débattre d'un côté à l'autre. Elle se sentait sur le point de brûler de honte. Dès que vous vous êtes détachés, les ennemis ont immédiatement saisi l'occasion et ont attaqué. 20 personnes ont été blessées et de nombreuses maisons ont été détruites. On ne sait pas encore très bien pourquoi, mais depuis 1 mois, les barbares sont beaucoup plus actifs, raconte Aiden. Cela s'est produit juste après la naissance de Lusha. Son nom complet est Luenstella, dit Lanor à son majordome. Aiden était le seul à savoir que son maître était une bête divine. « Dites-moi tout ce que vous savez sur la famille Roachim. Que se passe-t-il avec eux en ce moment ? C'est la 3e lettre qui vient à ton nom. Je ne pense donc pas qu'il vaille la peine de tarder à répondre. » Aiden tendit 3 enveloppes au duc. Vermont décida d'offrir des fruits au renardeau. Il emmena l'animal avec lui à la tour magique. Soudain, on frappa fort à la porte. « Maître Vermont, vous avez des visiteurs de Roachim. Ils crient qu'ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas rencontré le gardien de la tour en personne. »« Le gardien de la tour, c'est cet abruti. Je n'aurais jamais deviné. » Cette idée traversa l'esprit de Ionel. « Et que veulent ces gens ?» demanda Vermont. « Ils disent qu'ils veulent découvrir la vérité sur la mort de l'empereur !» cria l'homme qui se tenait devant la porte. « Très bien, je vais les faire entrer. Et toi, mon petit, attends-moi ici. » Vermont caressa la tête du renardeau. Ionel courut pour suivre l'archimage, mais pas à temps. Il quitta le bureau, fermant la porte à clé derrière lui. Bien sûr, ce n'est pas aussi grave que ça aurait pu l'être. J'espère qu'il y a encore des gens qui croient en mon innocence. Tant qu'au moins une personne croit en moi, il y a une chance de découvrir la vérité, pensa Ionel. Lorsque l'archimage entra dans la salle, les hommes assis se levèrent de leur siège et s'inclinèrent très bas devant lui. « Vous ne devez pas vous présenter. Votre clan et votre titre n'ont aucune importance ici. Ne saviez-vous pas que la tour des mages est souveraine, c'est-à-dire qu'elle n'est soumise à aucun État ? Ne pensez même pas que ce titre vous donne un avantage. » Le Vermont l'avertit. « Nous sommes venus ici pour vous révéler la vérité sur la mort de l'ancien empereur, » dit le vicomte Melvier.
Et à mon avis, tout est déjà connu. Inutile de dire qu'après cet incident, la réputation de la famille impériale est tombée au plus bas. À mon avis, tout est clair. La princesse folle a tué son père dans un accès de colère et s'est ensuite suicidée. Dit Vermont. Une princesse ne ferait jamais ça. Nous croyons fermement qu'elle a été piégée. C'est pourquoi nous demandons sincèrement que l'un de vos mages nous assiste. Ainsi, nous pourrons prouver son innocence. Les hommes crièrent. « Non, je ne vous donnerai personne. Vous pensez vraiment qu'il suffit de demander pour que je vous donne immédiatement un mage ? Offrez quelque chose de valeur égale ou dégagez d'ici, » dit l'archimage en se levant de son siège. « Je mets en jeu l'honneur et le nom de Peyran Abelode, » s'écria le seigneur Vengor. « Comment osez-vous jeter en pâture le nom du commandant du Saint-Ordre des Chevaliers ? Je ne vais pas aider ceux qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, » s'exclama Vermont. « Attendez, ne partez pas. Lord Ablod lui-même a dit que vous seriez d'accord si vous saviez qu'il était prêt à mettre le nom de sa famille en jeu, » s'écrie le vicomte Melvier. « Puisque c'est le Kias, je vous donnerai le mage le plus expérimenté que je puisse trouver, » promit Vermont. De retour dans son bureau, Vermont prit le renardeau et se dépêcha de retourner dans la chambre du duc avec elle. Lorsque Ionel rouvrit les yeux, elle vit l'épée non loin de son visage. « Ah, Vermont, tu aurais dû me prévenir que tu voulais garder ta petite sœur, » dit Lanor en riant aux éclats. « Un frère doit-il demander la permission pour passer du temps avec sa sœur ?» demande Vermont. « Un frère ? De quoi parle-t-il en ce moment ? Mais si tu regardes bien, Vermont ressemble à Lanor et Seria. Il a quelque chose de « ses deux parents en lui », pensa Ionel en regardant Vermont. « Si tu étais en retard d'une seule seconde, je serais allé à ta tour de magie et je n'aurais rien laissé au hasard, » dit Lanor à son fils. « Petite, dis-moi, est-ce qu'il t'a fait du mal ?» chuchota Lanor à sa fille. « Je ne lui ai rien fait, je l'ai juste nourri, » murmura Vermont. « Attends, est-ce que je comprends bien que c'est à cause de cette boule de poil que tu as quitté le palais et que tu n'allais même pas revenir ? » « Une pelote de laine ? Qu'est-ce que tu racontes ? Si ta mère t'entendait, elle serait très contrariée, » nota Lanor. Lanor propose qu'ils dînent tous ensemble à la même table. « Loucha, va discuter avec ton frère, » dit Lanor à sa fille. « Et toi, Vermont, ne reste pas là à faire la tête, mais fréquente plutôt ta sœur. Vous ne connaissez probablement pas vos noms respectifs. Ta sœur s'appelle Luenstella, Loucha pour la famille et les amis. » Ionel s'approcha de son nouveau frère et lui toucha le visage avec sa patte. « Et moi, je m'appelle Vermont. C'est un plaisir de te rencontrer. » Au début, Vermont avait semblé méchant et froid à Ionel, mais après lui avoir parlé de plus près, elle se rendit compte qu'il était gentil et attentionné, même s'il pouvait parfois être arrogant. « Ah, j'ai oublié de demander. As-tu déjà entendu parler de Peyran Abelode ?» demanda Vermont à son père. Ionel connaissait bien Peyran. Il n'avait ni titre, ni richesse, ni personne pour le suivre. Lorsqu'il entra dans l'ordre des chevaliers, il n'avait qu'une épée. Pourtant, au bout de 3 mois seulement, tout le monde le connaissait au palais. Peyran a l'honneur de garder la princesse elle-même. Il a obtenu ce poste en remportant le tournoi des chevaliers. Ce jour-là, il a été personnellement félicité par l'empereur lui-même. Peyran était incroyablement doué. Quelqu'un comme lui devrait être commandant d'armée. Peyran était un excellent garde du corps pour la princesse. Ionel voulait se rapprocher de Peyran, mais il n'est pas entré en contact avec lui. La jeune fille essayait d'être gentille avec son garde du corps, mais elle n'arrivait pas à faire fondre la glace entre eux. Un jour, Peyran annonça à la princesse qu'il partait au front. Il ne pouvait pas participer à la guerre et protéger Ionel en même temps. La jeune fille décida de ne pas se mettre en travers de son chemin et le laissa partir sans hésiter. Peyran remporte une série de victoires éclatantes dans le sud et mène le pays à la victoire. Il reçut le titre bien mérité de meilleur chevalier de l'Empire et devint le commandant en chef du Saint-Ordre béni par l'archevêque lui-même. « Pourquoi parles-tu de lui tout à coup ?» demande Lanor à son fils. « Quelqu'un est venu me voir ici en son nom, affirmant que la princesse était innocente, » répondit Vermont. « Venu au nom de Peyran ?» s'étonna Ionel. Elle ne s'attendait pas à ce que la personne qui croirait en son innocence soit son ancien garde du corps. On ne pouvait même pas dire qu'ils étaient amis. « À propos, pendant que j'étais dans la forêt, j'ai entendu une rumeur selon laquelle Peyran serait devenu fou, » dit le duc. « Après ton histoire, ces rumeurs ne semblent pas si infondées.
aucune personne saine d'esprit ne jetterait son nom en pâture. N'est-il pas un peu tôt pour l'emmener? Elle n'a éclos que récemment, après tout, demanda Vermont à son père. Non, il n'est pas trop tôt. Cela fait plus d'1 mois qu'elle est née. Elle est très intelligente. Je pense qu'elle saura se défendre, répond Lanor. Au fait, Vermont, je vais à la capitale. Le prince m'a accordé une audience. Je t'accompagne. J'ai promis de fournir l'un des mages les plus forts. Mais y a-t-il un mage plus fort que moi dans ce pays? Demanda Vermont, le menton fièrement relevé. Après le déjeuner, Ionel décida d'explorer le château de son père. Lorsqu'elle arriva à la cuisine, elle rencontra le chef Stan et la cuisinière Elsa. Ils la traitèrent avec gentillesse et lui donnèrent de délicieuses friandises. Les domestiques considéraient le renardeau comme l'animal de compagnie du duc. Soudain, Ionel entendit une agréable mélodie. Il lui sembla qu'elle l'avait déjà entendue quelque part. « Aïe, c'est chaud !» cria l'un des cuisiniers en renversant une marmite de soupe chaude. La musique devint encore plus forte et le son engloba Ionel, créant un dôme protecteur autour d'elle. C'est étrange. La soupe a volé dans ma direction, mais il n'y a pas une goutte sur ma fourrure. Que s'est-il donc passé? Les capacités se sont-elles réveillées en moi? Mais pourquoi ne puis-je toujours pas me transformer en humain? Quel est le pouvoir qui me protège? Se dit Ionel. Le lendemain, Lanor et son fils Vermont décidèrent de se rendre au palais impérial. Ionel s'accrocha fermement à la cape de son père. « Pourquoi s'accroche-t-elle à toi? Veut-elle vraiment venir avec nous ?» demanda Vermont à son père. « Nous devons l'emmener avec nous. Nous n'allons pas la laisser ici, » dit Lanor. « Tu veux qu'elle attrape des puces dans la capitale ?» grommela Vermont. « Alors vas-y, transforme-la en humaine. Je sais que tu peux le faire, » dit le duc avec un petit rire. Soupirant lourdement, Vermont commença à conjurer le sort. Une force inconnue souleva Ionel en hauteur. De longs et fins fils bleus ceinturèrent son corps. La jeune fille perdit connaissance. Lorsque Ionel ouvrit les yeux, elle réalisa immédiatement qu'elle avait pris l'apparence d'un enfant. Vermont l'avait prévenue que lorsque le sort se dissiperait, elle reprendrait sa forme normale. « Non, mais pourquoi suis-je dans le corps d'un bébé? Comment vais-je pouvoir expliquer à mon entourage que je n'ai pas tué l'empereur ?» pensa Ionel avec désespoir. Il était inhabituel pour la jeune fille de se trouver à nouveau dans le palais impérial. Cela ne faisait qu'un peu plus d'1 mois, et elle avait déjà cessé de considérer le palais comme sa maison. Tout lui semblait étranger. « Tu le portes au grand jour, tu ne le caches même pas. Veux-tu vraiment la présenter comme ta fille ?» demanda Vermont à son père. « Pourquoi ne le ferais-je pas? Notre petite fille est spéciale. Elle a besoin d'être présentée au monde, » répondit Lanor. Les bêtes divines sont extrêmement indépendantes par nature. Elles quittaient leurs parents très tôt et occupaient leur propre territoire. Il n'était pas rare qu'elles s'aventurent sur les terres des humains. Vermont remarqua que sa sœur Loucha n'était pas du tout comme ça. Il a quitté la maison de ses parents alors qu'il n'avait qu'1 an. 1 mois s'est écoulé et Loucha est toujours un petit renard. Si cela continue, elle aura besoin de la sécurité de son père, le duc Elharan. Reste avec ta petite sœur pendant que je m'entretiens avec le prince. Lanor remit sa fille entre les mains de Vermont. Ionel se mit à crier très fort. Elle avait fait beaucoup d'efforts pour être emmenée au palais impérial. Ionel ne s'attendait pas à être abandonnée sur le pas de la porte du bureau du prince. Quelle sorte d'injustice était cela? « Si tu continues à agir comme ça, je te réduirai en poussière !» murmura Vermont. « Ne te sens pas mal, papa sera bientôt de retour !» dit Lanor et disparut derrière la porte du bureau du prince. « Comment se fait-il que j'ai été laissée de côté? J'ai presque rencontré le prince, et j'avais déjà l'intention de communiquer avec lui. Pourquoi tout a-t-il déraillé au dernier moment ?» La jeune fille réfléchit. Vermont décida de se promener dans le jardin impérial. « Regardez les belles fleurs qui poussent ici. Dans notre nord, les roses sont rares, mais ici, elles poussent à tout bout de champ. En as-tu déjà vu une? Viens, allons voir ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici, » dit Vermont à sa sœur. « Oh, ne t'énerve pas, on va faire à ta façon maintenant. » Vermont vit que sa sœur était contrariée. Il voulut donc lui remonter le moral. Il utilisa un sort d'invisibilité et se rendit au palais. En entrant dans le palais, Vermont vit une jeune femme en train de battre un serviteur. Ionel connaissait cette femme. C'était la princesse Bianca. « Et comment me dites-vous de boire ce thé ?
Ce n'est pas une simple boisson chaude, c'est de l'eau bouillante. Pourquoi me faites-vous perdre mon temps précieux? C'est ce que Lionel vous a appris? Demanda Bianca à la servante. Lionel connaissait bien la malheureuse Marianne, car elle la servait souvent. Puisque Lionel n'a pas pu t'apprendre les bonnes manières, je vais devoir me charger de ton éducation. Bianca ordonne à sa servante de punir Marianne. La mère de Lionel meurt de la malaria 1 mois après sa naissance. Bien que l'empereur aime sa fille, il ne peut pas être toujours à ses côtés. Lionel se sentait très seul. Lorsque Marianne est arrivée dans la maison, la vie de Lionel a changé radicalement. Marianne a remplacé non seulement ses amis, mais aussi sa mère. Elle a comblé un vide dans la vie de Lionel. Lionel poussa un grand cri. Elle ne supportait pas de voir sa servante préférée se faire battre. Au même instant, le sort de Vermont se brisa. Lionel se retransforma en une créature ressemblant à un renard. Une mélodie familière se fit entendre. La lumière commença à envahir la pièce. Elle était d'un rose doux inhabituel. « Qu'est-ce que c'est » chuchote Bianca, surprise. Peyron vit une lumière inhabituelle provenant du palais impérial. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. « Il y a vraiment des éclairs derrière la fenêtre ? Pourquoi ne pleut-il pas alors ?» Le prince Agris marmonne pensivement. « D'accord, ne nous laissons pas distraire par des futilités. Je compte donc vraiment sur vous pour accepter mon offre. Qu'en pensez-vous, duc Elaran ? J'ai l'impression que des nuages d'orage vont bientôt recouvrir ce pays, » se dit le duc. Il se mit à pleuvoir à torrents. Bianca et sa servante quittèrent précipitamment la terrasse. Elles laissèrent Marianne allongée sur le sol. « Il ne faut pas la laisser ici, elle va tomber malade !» pensa Lionel. Elle courut vers Marianne et commença à la secouer. La servante était inconsciente. Lionel saisit le tablier de la servante avec ses dents et commença à la traîner dans la maison. Soudain, le tablier se déchira. Lionel tomba sur le côté. Elle réalisa soudain qu'elle n'avait pas la force de traîner la servante dans un endroit sec. Lionel se releva en frappant le visage de la servante avec sa patte, mais elle ne se remettait toujours pas. Soudain, quelqu'un couvrit la servante de son manteau. En se retournant, Lionel vit Peyran. Vermont avait emmené sa sœur à ses côtés avec l'aide de la magie. Il lui demanda de ne pas s'inquiéter car quelqu'un s'occupait de la servante. Vermont commença à essuyer la fourrure de sa sœur avec sa cape. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es là pour affaire ?» demanda Vermont à Peyran. L'homme répondit qu'il était venu sur ordre du prince. « Alors, va le voir. Que faites-vous ici ? À propos, vos hommes sont venus dans ma tour et m'ont raconté une histoire des plus intéressantes. Ils ont déclaré que la princesse était innocente et ont même juré sur votre nom. »« C'est moi qui ai envoyé ces hommes, » répondit Peyran d'une voix calme et sans émotion. « Tu es une bête divine ! Comment oses-tu prononcer ton nom comme ça ? Tu as perdu la tête ?» Vermont était indigné. « Attendez, de quoi parle-t-il maintenant ? Peyran est-il vraiment une bête divine ? Et pourquoi mon frère est-il si préoccupé par son nom ? Un nom a-t-il une signification particulière pour une bête divine ?» s'étonna Lionel. « Et pourquoi es-tu si inquiet au sujet de la princesse ? Est-elle vraiment revenue de l'autre monde et vous a-t-elle soudoyé ?» Vermont continua à demander. Lionel remarqua que Peyran ne la quittait pas des yeux. La reconnaissait-il vraiment ? « C'est ma sœur. » Vermont remarqua que Peyran regardait également sa sœur. « J'ai remarqué que tu n'apparaissais pas du tout dans la forêt divine. C'est pourquoi tu n'es pas au courant de l'existence des nouveau-nés. Je vais répondre à votre demande comme promis et vous vous occupez de tous vos problèmes. On dit déjà que tu es fou. » Vermont créa un portail magique et le traversa. Vermont utilisa à nouveau le sort pour redonner à sa sœur sa forme humaine. Le duc Elaran utilisa à son tour ses relations pour guérir Maid Marian. « Merci du fond du cœur, votre seigneurie. Je m'appelle Marianne et je travaille au palais impérial. Il fut un temps où j'étais la nounou de la princesse Lionel. Je suis désolée de vous déranger dans cet état, mais j'ai une question à vous poser. Tout le monde croit que la princesse Lionel a tué l'empereur. Qu'en pensez-vous ? Demanda Lanor à la servante. Tout ce qu'on dit sur elle n'est qu'un mensonge infâme. La princesse n'est pas comme ça. Je suis sa nourrice, je la connais, je m'occupe d'elle depuis qu'elle est bébé. Elle ne ferait jamais de mal à personne et elle ne fuirait certainement pas ses responsabilités. La servante répond. La princesse Lionel avait un bon caractère et un grand cœur. Elle était spéciale. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Lionel fut heureuse d'entendre les éloges de sa nourrice. La jeune fille avait beaucoup de mal à retenir ses larmes.
Elle avait vraiment envie de courir vers Marianne et de la serrer fort dans ses bras. Il semble que la princesse ait été très gentille avec sa servante. Et si elle est vraiment si gentille, alors il y a vraiment quelque chose qui n'est pas pur ici, dit Lanor pendant le dîner. Et j'aimerais souligner que la rencontre avec le prince a été plutôt étrange. Nous avons eu une longue conversation avec lui hier. Il m'a dit qu'en tant que futur empereur, il avait ses défauts, mais qu'il comptait les compenser par notre force et notre puissance. Le prince veut que nous nous inclinions devant lui et que nous nous soumettions à lui. À mes yeux, ce n'est qu'un bel homme à l'âme vile. J'ai même eu l'impression que si je refusais, il me mangerait tout cru. Alors j'ai souri et je suis partie sans répondre. Les Ellaran sont restés neutres pendant des générations. Le prince le sait, bien sûr, et il a essayé de me faire basculer de son côté après tout. Il doit préparer quelque chose. Il semble que le calme avant la tempête soit sur le point de se terminer. Il est temps d'appeler Seria. « Lusha, ta mère te manque-t-elle » demanda Lanor. La jeune fille fredonne joyeusement. « Il faudra aussi que j'amène Ikan ici » marmonna Lanor d'un air pensif. « Pourquoi ce chien enragé est-il ici » demanda Vermont. « Sache que je m'y oppose. Si nous voulons que Lusha ait un bel avenir, nous ne pouvons pas laisser cette ignorance approcher d'elle. Tu sais à quel point l'environnement est important dans l'éducation d'un enfant. Et s'il a une mauvaise influence sur elle? Je me demande qui est Ikan pour que mon frère réagisse ainsi, se dit Ionel. Ne t'énerve pas et n'ignore pas le fait que ton frère n'écoute pas son père. Tu n'as pas à prendre exemple sur lui, dit Lanor à sa fille. Vermont décida d'utiliser la magie pour retrouver Ikan. Le rayon magique se dirigea vers les bidonvilles. Ikan fut retrouvé très rapidement. Dans l'une des rues, il se battait avec des mercenaires. « Ne regarde pas par là! Ce chien fou s'est encore attiré des ennuis. » Vermont croisa le regard de sa sœur. Sur le sol, Vermont remarqua le sceau de quelqu'un. Il y avait un symbole familier dessus. « Je me demande comment ce sceau s'est retrouvé ici, » marmonna Vermont. Utilisant la magie, Vermont souleva le sceau du sol. « Génial, ils n'ont rien remarqué. Ce sceau appartient certainement à quelqu'un de la noblesse, mais je ne me souviens pas où j'ai vu cet emblème auparavant. » Après s'être occupé des mercenaires, Ikan s'enfonça dans les bas-fonds. Vermont décida de le suivre. Il s'est arrêté devant une maison abandonnée. Mais c'est compréhensible, c'est généralement dans ce genre d'endroit qu'ils font quelque chose d'illégal, marmonna Vermont. « Me suivre? Ton regard me donne des démangeaisons tout le long du chemin !» hurla Ikan en se retournant soudainement. « As-tu décidé de passer ma journée et de te battre avec moi ?» Vermont sauta du toit, frappant Ikan au visage avec son pied. Avec un gémissement sonore, Ikan s'envola dans la maison abandonnée. « Alors, veux-tu toujours te battre contre moi ?» demanda Vermont en plaquant Ikan au sol. « Qu'est-ce que tu fais ici? Et qui est cet enfant dans tes bras? As-tu déjà réussi à te marier et à avoir une fille ?» demande Ikan. « Attends, tu n'as pas besoin de répondre. J'ai fini par comprendre. Ce n'est pas ta fille, c'est notre sœur. Cet enfant sera avec moi maintenant. Tu ne devrais pas être si avide. Tu dois partager avec tes frères. » Mon autre frère est le capitaine d'une armée de mercenaires invincibles de renommée mondiale. Lui aussi est l'enfant de Lanor et Seria. Cet homme a également beaucoup de succès. « Comment font-ils » s'étonna Ionel. « Elle ressemble beaucoup à une renarde, mais sa fourrure est d'une étrange couleur rose argentée, » marmonna Ikan. Un homme vêtu d'une longue robe blanche apparut sur le pas de la porte. « Salutations, votre éminence » dit Ikan en tendant la sœur à Vermont. « L'évêque en personne est venu ici ?» se demanda Ionel. Dans sa vie précédente, Ionel avait rarement vu l'évêque, car il n'apparaissait que lors des célébrations les plus importantes. La jeune fille ignorait qu'il était lié aux mercenaires d'une manière ou d'une autre. « Je t'avais dit de venir seule, et tu amènes un enfant avec toi, et une baby-sitter en plus !» grommela l'évêque. « Ah oui, je voulais vous prévenir, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai dû emmener ce nouveau venu avec moi. Il n'avait personne à qui confier sa fille, alors il l'a emmené avec lui. Je peux vous garantir qu'il ne dira rien à personne, » dit Ikan. « Ce sceau porte le même emblème que la broche de la soutane de l'évêque, » se dit Vermont. « D'accord, je vous crois sur parole. Qu'en est-il des marchands d'esclaves » demande l'évêque. « Le problème est résolu, ils sont morts. Au fait, j'ai apporté ce que vous avez demandé. » Ikan sortit un papier plié de derrière son sinus et le tendit à l'évêque. Après avoir lu la note, l'évêque l'a immédiatement froissé. « Voici votre récompense.
L'évêque jeta un petit sac de pièces à Hikan. « Pour cela, pardonnez-moi, s'il vous plaît. » L'évêque a remis sa capuche et s'est dirigé vers la sortie. « Monseigneur, permettez-moi de vous poser quelques questions. Comment les marchands d'esclaves ont-ils obtenu un laissez-passer pour le grand temple? Et pourquoi vous, un évêque, feriez-vous appel à des mercenaires ?» demanda Vermont. « Pour un mercenaire, vous êtes bien trop curieux. Faites votre travail et ne posez pas de questions inutiles, » répondit l'évêque. « Je m'excuse si je vous ai offensé avec mes questions. Je posais des questions par simple curiosité. Il m'a semblé que vous aviez quelque chose à voir avec la traite des esclaves. Vous ne vous souciez pas des enfants, vous vouliez juste couvrir vos traces, » dit Vermont. D'un geste de la main, l'évêque appela ses gardes auprès de lui. Les mercenaires doivent simplement faire leur travail et ne pas poser trop de questions. Si vous voulez vivre longtemps, ne dites rien. Tu n'as pas de chance, tu vas mourir aujourd'hui à cause de ta curiosité, dit l'évêque. Les chevaliers de l'évêque se précipitèrent dans la pièce et entourèrent les frères de tous côtés. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Nous ne faisions que plaisanter. Vous êtes des chevaliers. Soutenez-vous vraiment l'évêque? Il fait le mal par vos mains, n'est-ce pas ?» cria Hikan. « Si Dieu savait ce que le temple est devenu, il vous infligerait le châtiment du ciel, » remarqua Vermont. « Je suis la volonté du Seigneur. Il m'est apparu une fois, je l'ai vu en personne, » s'écrie l'évêque. « Intéressant, j'ai du mal à croire que c'est la volonté de Dieu, » mima Vermont avec un sourire en coin. Hikan attrapa l'un des chevaliers de l'évêque par la gorge avec l'intention de le poignarder avec son épée. Vermont referma les yeux de sa sœur. Quelques minutes plus tard, tous les chevaliers de l'évêque étaient vaincus. L'évêque voulut s'enfuir, mais Vermont lui transperça l'épaule avec son rayon magique. « Tu es l'évêque. Alors pourquoi as-tu fait ça? Rappelle-moi ce qui se passe quand il n'y a pas de place pour un dieu dans le temple. Il me semble que tu as dit un jour que le dieu enverrait une grande punition, » dit Hikan d'une voix inquiétante. « Ah, c'est comme une renaissance. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé, » s'exclame Hikan. « Je devrais probablement te rappeler que tu viens de tuer un évêque et les chevaliers du Saint-Ordre, » murmura Vermont. « Et c'est encore de ma faute? Sans votre curiosité, j'aurais pris l'argent et je serais parti. Maintenant, tu t'occupes des problèmes de l'affaire. Vous êtes vraiment ennuyeux. » Hikan s'indigna. « Je t'ai demandé combien de fois de ne pas m'appeler comme ça. Ce n'est pas comme si je te traitais de chien enragé, même si je pense que c'est le K.S. » cria Vermont. Hikan ne répondit rien à son frère. Il disparut simplement dans l'obscurité. Ionel se dit avec nostalgie que lorsqu'elle était princesse, elle ne jugeait les gens que sur leur apparence et n'avait aucune idée de ce qu'ils étaient vraiment. Si elle n'avait pas été réincarnée, elle n'aurait jamais su comment étaient ses proches et l'évêque. Il y a une chose qui m'a troublée. Il m'a semblé que l'évêque était possédé par une bête divine. Il s'est presque révélé. Si le chien enragé ne l'avait pas tué, j'aurais pu lui arracher toute la vérité. Vermont marmonne pensivement. « Je vois que tu as passé un bon moment avec ton frère, » dit Lanor en riant joyeusement. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as besoin d'Hikan. Tu sais très bien toi-même qu'il peut être incontrôlable, » grommela Vermont. « Eh bien, je vais devoir vous révéler tous mes projets. Tout d'abord, je veux organiser un banquet somptueux. Il est temps de présenter la future duchesse à tout le monde. Nous avons besoin d'Hikan pour la sécurité. Deuxièmement, et j'en suis certain, il va y avoir une guerre. Nous avons besoin d'Hikan comme guerrière dans cette guerre, » répond Lanor. Ni le prince ni l'évêque n'ont révélé leur plan pour rien. Je crois fermement que quelqu'un d'autre est derrière eux. Et je pense que cette personne vise le domaine de l'homme au visage d'argent. Je ne vais pas laisser passer ça. Nous avons une bataille sérieuse à mener. Quelques jours plus tard, le duc Elaran a lancé des invitations dans tout l'Empire pour un banquet. Il se tiendra dans sa résidence. Le banquet était organisé en l'honneur de la jeune duchesse, la propre fille du duc Elaran. Tout le monde se préparait pour le banquet à venir. Ionel dut essayer de nombreuses robes. La jeune fille se dit qu'elle n'avait jamais été habillée de la sorte, même lorsqu'elle était princesse. « Apporte une autre robe !» ordonna Hayden. Ionel tomba sur le dos et se mit à crier très fort. Elle en avait assez d'essayer des robes. « D'accord. Puisque tu es fatigué, nous allons faire une petite pause, » dit Hayden. Au bout d'un moment,
Il fit rouler un chariot contenant du thé et des sucreries dans la chambre de la jeune fille. Lionel était gênée par le fait qu'elle mangeait et que le majordome se tenait juste à côté d'elle. Elle tendit un brownie à Hayden. Hayden s'assit prudemment à côté de la jeune fille et lui prit le brownie des mains. « Non seulement tu es une bête divine, mais tu es aussi divinement mignonne, » dit Hayden. Lionel savait déjà que le majordome connaissait le secret du duc. Lanor avait dit un jour à sa fille qu'Hayden se trouvait à l'intersection de deux mondes. Pour l'instant, Lionel ne comprenait pas ce que cela signifiait. « Hayden-san, il y a eu un désastre. J'ai commandé une robe pour la duchesse, mais quelqu'un l'a prise. » Une servante excitée s'écrie. « Ne vous inquiétez pas, Alusha. Je jure sur mon nom que je rendrai la robe à votre mère. » Promit le majordome. Il est revenu les mains vides, s'est enfermé dans sa chambre et refuse d'en sortir, dit la servante au duc. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas faire une nouvelle robe avant le banquet. Merci de m'avoir prévenu. Vous pouvez y aller, je m'en occupe, dit Lanor et se leva de son siège. Hayden n'était ni un humain ni une bête divine. Il était une combinaison des deux mondes. Les gens le craignaient et le qualifiaient souvent de monstre. L'histoire de la robe réveillait en lui de vieux souvenirs. Entendant frapper, Hayden ouvrit prudemment la porte de la chambre. Sur le seuil, il vit le duc. « On m'a déjà raconté ce qui s'est passé. Je sais que quelqu'un a volé la robe de Seria à la sortie de l'atelier. Vous êtes allé la nettoyer et vous vous êtes caché dans votre chambre. Que vous est-il arrivé ?» demande le duc à son majordome. « En me rendant à l'atelier, j'ai rencontré une de mes connaissances, » répond Hayden. « Venez, dépêchez-vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais rendre la robe de ma femme et l'honneur de mon majordome, » dit Lanor en se dirigeant vers la sortie. La robe de Seria avait été commandée à l'atelier de Gavrian. Lionel savait que cet endroit vendait les plus belles robes de tout le continent. Les tenues dessinées par Gavrian étaient populaires dans l'Empire et au-delà. C'était lui qui déterminait l'orientation de la mode. Cependant, Gavrian ne se souciait ni de la gloire ni de l'argent. Il ne crée que lorsque l'inspiration lui vient. Dans l'Empire, la noblesse ne se mesurait pas seulement au pouvoir ou à la richesse, mais aussi au nombre de tenues de Gavrian. « Je suis venu acheter une robe pour ma consort. » Lanor annonça qu'il entrait dans l'atelier. « Vous nous aviez commandé une robe jaune au décolleté profond, mais elle a été emportée par la servante de la princesse Bianca. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire qu'elle était destinée à madame, » dit le garçon aux cheveux roux. « La robe doit être retouchée, elle n'allait pas bien à la princesse, » s'exclame la servante de la princesse qui entre dans l'atelier. « Et voici la robe de ma consort, » dit Lanor en se levant de son siège. Il se dirigea vers la servante et lui prit la boîte des mains. « Dites à la princesse Bianca que c'est la robe que j'ai commandée pour mon épouse, » dit Lanor à la servante. « Pardonnez-moi, mais elle a beaucoup plu à son Altesse. Accepteriez-vous de la donner à la princesse? Puis-je espérer votre générosité ?» La servante était persuadée que le duc n'oserait pas s'opposer à un membre de la famille impériale. « Vous voyez, cette robe va merveilleusement bien à la princesse. Je dirai à son Altesse que c'est vous qui lui avez offert la robe. » « L'a-t-elle essayé ?» Le duc demande à la servante. Celle-ci acquiesce. « Alors, il faut en commander une autre. » Le duc sortit la robe jaune de la boîte et la déchira en petits morceaux. « Je ne permettrai pas à ma femme de porter des haillons !» dit le duc d'un ton ferme. La forêt des bêtes divines était toujours calme et paisible. Un mois après la naissance de Lusha, le seul problème de Lanor était de retrouver la petite fille qui s'était enfuie. Dans le monde des humains, les choses sont différentes. La famille impériale n'a jamais cessé de comploter. Elle devait également faire face aux raids barbares. De plus, Lanor avait de nombreux petits problèmes qui l'ennuyaient beaucoup. Pour résoudre les problèmes, le duc les abordait toujours de manière non conventionnelle. Lanor n'était pas du genre à suivre les ordres des autres. « Qu'as-tu fait ?» La servante grimaça. « Si le prince l'apprend, je vous assure que vous le regretterez. » La servante s'élança hors de l'atelier. En passant devant Gavrian, elle lui frôla accidentellement l'épaule. « Que diable se passe-t-il ici ?» marmonna Gavrian. « Vous êtes donc le célèbre Gavrian. Je vous prie d'accepter mes excuses pour avoir causé une telle agitation. Vous voyez, j'ai commandé une robe et il s'avère qu'elle a déjà été portée. Et je ne peux pas laisser ma femme porter une robe qui a déjà été portée.
dit le duc. « Mais il y a un gros problème. Ma femme n'a rien à se mettre pour le banquet. Je sais que le temps presse, mais pourriez-vous lui confectionner une autre robe? Je paierai ce que vous voudrez. » Le duc sort un carnet de chèques d'une poche cachée. Laissant un chèque d'une somme rondelette, le duc se dirigea vers la sortie de l'atelier. « Et pourquoi ce monstre vient-il toujours ici ?» Le rouquin marmonne. « Qu'est-ce qu'il a dit? Parle-t-il d'Éden? Le personnel n'a pas l'air d'être formé aux bonnes manières. Nous n'avons plus rien à faire ici, allons-y !» dit le duc d'un ton furieux. Un instant plus tard, le rouquin s'écroula sur le sol. Il avait une grosse bosse sur la tête. « Ignorez le bruit, allons-y !» dit le duc en montant dans le carrosse. « C'est la première fois que j'entends une mélodie et qu'il se passe quelque chose d'étrange. Mais cette fois-ci, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un rire. Je suis sûr que ce n'est pas une simple coïncidence, pense Lionel en prenant son petit déjeuner. Mais je ne peux pas vérifier ma théorie pour l'instant. Je vais devoir attendre et voir. J'espère vraiment que rien de terrible n'arrivera bientôt. » Vers midi, Gavrian arriva au palais. « Sans vous, mon cœur est déchiré par la solitude. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'excuse pour l'incident de la robe. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucune excuse à cela. C'est dommage que j'ai dû la remplacer, mais... J'ai conçu une nouvelle robe non seulement pour la duchesse, comme convenu, mais aussi pour la jeune femme. Si vous le voulez bien, j'aimerais discuter de quelques croquis avec vous. » Pendant la discussion sur les croquis, Lionel se souvint d'Aiden. Sur le chemin du retour, Aiden avait fait comme si de rien n'était, son visage n'exprimant aucune émotion. Lionel réalisa soudain qu'elle ne savait absolument rien de son passé. La jeune fille savait bien qu'Aiden avait été blessé par les paroles du rouquin. Mais pourquoi l'avait-on traité de monstre? A-t-il vraiment fait quelque chose de terrible? Mais le duc sait juger les gens. Il fait confiance à son majordome. « Le jour est enfin arrivé où ta mère a fini de se préparer pour la cérémonie. Elle arrivera bientôt chez nous. Les bêtes divines organisent toujours une cérémonie à la naissance de quelqu'un. C'est un moment important dans la vie de chaque bête, » dit Lanor à sa fille. « On peut dire que la cérémonie est un acte de naissance. C'est pour cela que ta mère est restée dans la forêt. Elle devait faire en sorte que tout se passe bien. » Surya émergea du portail que Lanor avait créé. « Ma mère ne m'a pas encore vue sous ma forme humaine. Je me demande si elle me reconnaîtra. » Lionel réfléchit. « Loucha, ma chérie, viens voir maman. » Surya tendit les bras à sa fille. Surya la prit dans ses bras et la serra fort contre elle. Comme la journée avait été riche en événements, Lionel s'endormit rapidement. « Pendant que je préparais la cérémonie, les anciens sont venus nous voir. Ils disent que Topsila est revenue. » Raconte Surya à son mari. « Tu veux dire que cette vipère sournoise est revenue ?» s'étonna Lanor. « Honnêtement, je ne me suis pas rendu compte de grand-chose, mais je suis presque sûre qu'il ne bougera pas sans raison, » répondit Surya. « Peut-être qu'il a découvert que Loucha était redevenu un renard, » murmura Lanor, pensive. « Quand cela s'est-il produit ?» demanda Surya d'une voix excitée. « Vermont m'a dit que pour une raison ou une autre, sa magie s'était dissipée. Lorsque Loucha est redevenu un renard, il a immédiatement plu. » Raconte Lanor. « Tu te rends compte toi-même que notre fille n'est pas comme nous. Elle est spéciale. Loucha est née dans une famille composée d'un renard argenté et d'une louve rousse. D'habitude, dans un tel sias, les enfants n'appartiennent qu'à une seule des deux espèces. Ici, c'est différent, » rappela Surya. Chacune des bêtes divines avait ses propres caractéristiques, qui n'étaient pas communes aux autres espèces. La couleur unique de Loucha indiquait qu'elle avait absorbé les capacités de deux espèces. « Si elle est vraiment unique, tout peut arriver. Tu sais très bien que sa vie pourrait se terminer de façon plutôt triste, » dit Surya. Lorsque Lionel se réveilla, elle remarqua qu'elle s'était transformée en petit renard. « Alors, prêt pour le banquet de ce soir ?» demanda Lanor. « Assez de rester au lit. Il est temps de se préparer pour le banquet, » dit Vermont qui entra. Il utilisa la magie pour redonner à sa sœur sa forme humaine. Il y avait beaucoup d'invités au banquet. Tous les aristocrates de l'Empire s'étaient rassemblés. Il pense vraiment qu'il peut couronner des années de réclusion par un luxe ostentatoire? Avez-vous entendu que l'autre jour, le duc a fait une scène dans l'atelier de Gavrian? Il a déchiré sa robe devant tout le monde. Les dames invitées chuchotent. Le duc et la duchesse entrent dans la salle de réception. Qu'est-ce que cela signifie?
On m'a toujours dit que le duc était un vieil homme effrayant. Mon Dieu, c'est l'homme parfait. Comparé à lui, la duchesse est une sorte de simple d'esprit. Elle a de la chance d'avoir un tel mari. Les dames invitées chuchotent à nouveau. « Oh, qu'est-ce qu'elles disent? Nous entendons tout parfaitement !» s'étonne Lionel. « Chérie, ne sois pas nerveuse. Je vois bien que tu es ennuyée en ce moment. » Seria chuchota à son mari. « Je m'occuperai moi-même de ceux qui ont osé m'insulter plus tard. » Au bout d'un moment, les personnes présentes dans la salle chuchotèrent à nouveau. Vermont, le gardien de la tour, entra. Il était suivi par le capitaine des mercenaires, Hican. Beaucoup le connaissaient sous son surnom de Mad Dog. Une rumeur s'est répandue dans la salle. Le duc et la duchesse auraient spécialement engagé ces hommes pour garder leur fille. Messieurs Vermont et Hican ont accepté de nous honorer de leur présence à l'anniversaire de Luan Stella, dit le duc d'une voix forte. Je suppose que vous ne vous attendiez pas à voir ces personnes ici. Je tiens à vous avertir que d'autres invités tout aussi distingués arriveront bientôt. Les héros annoncèrent bruyamment l'arrivée du prince héritier Argis et de la princesse Bianca. Votre Altesse, nous craignons déjà que vous ne veniez pas. Je suis heureux que vous nous fassiez l'honneur de votre présence. Le duc s'approcha du prince et lui serra fermement la main. Duchesse, nous avons enfin l'occasion de vous rencontrer en personne. Et qui est ce petit être dans vos bras? Ce doit être le responsable de la fête. Enchanté de faire votre connaissance, dit Argis. En regardant le prince, Lionel se souvint involontairement de son regard lorsqu'il avait abattu son épée sur elle. Et pourquoi n'y a-t-il pas une ombre de honte sur son visage? Mais je dois me maîtriser. Je ne peux pas laisser mon entourage deviner que je connais bien cet homme. Lionel se dit et se détourna du prince. J'aimerais être le parrain de votre fille, si vous le permettez bien sûr, dit Agris. Les personnes présentes dans la salle de banquet poussèrent un grand cri. Après tout, c'était un grand honneur d'être la filleule du prince héritier. Toutes les familles nobles y aspiraient. Cependant, les personnes présentes savaient bien que le duc et le prince n'étaient pas très proches. Avec sa proposition, le prince voulait probablement essayer d'établir une relation avec le duc. Lionel ne voulait vraiment pas que son meurtrier devienne son parrain. Elle espérait que le duc n'accepterait pas la proposition du prince. « Votre Altesse, mon mari et moi sommes honorés de votre proposition, mais malheureusement, nous avons déjà choisi un parrain pour notre fille. Nous sommes donc contraints de refuser, » dit Seria. « C'est vrai? Quel dommage !» répond le prince en souriant. « Je vous salue, duchesse. Il semble que nous n'ayons pas encore eu l'occasion de nous saluer. Je suis Bianca Sarayant Roachim. Cela vous dérangerait-il que nous bavardions un peu? »« C'est un honneur de vous rencontrer, » répond Seria. « J'ai remarqué que vous n'aviez pas de deuxième prénom, » dit Bianca. Le deuxième prénom indique à quel clan appartient une personne. Bianca était la fille unique d'un marquis, la fiancée du prince héritier, la future impératrice. Elle accordait une grande importance à son nom. « Tu as raison, je n'ai pas de deuxième prénom, » répondit Seria. Les mots de Bianca ne la blessèrent pas du tout. En passant à côté de Seria, l'ami de Bianca versa comme par hasard du vin sur elle. Le vin est arrivé directement sur le visage de Lionel. Le vin commença immédiatement à brûler les yeux de la jeune fille. Lionel a poussé un grand cri. Hican brisa la bouteille de champagne et en appliqua les bords tranchants sur la gorge de la fille qui avait renversé le vin. « Tu veux mourir ?» cria Hican. « Pourquoi es-tu si grossier? Mon ami Azurel vient de trébucher. Ne t'avise pas de l'insulter. » Duchesse Elaran, j'attends des excuses pour le comportement de votre subordonnée, exigea la princesse. Seria jeta un coup d'œil à sa fille. Cette dernière frottait ses yeux larmoyants sans mot dire. Seria baissa la main de Hican. « Tu voulais abîmer ma robe, mais tu t'es attaqué à ma fille à la place. Tu ne t'attendras jamais à ce que Hican s'excuse. Je crois qu'il aura raison, » dit Seria. Seria donna sa fille à Hican et alla elle-même sur la terrasse avec le duc. Elle décida de discuter avec lui de la suite à donner à la famille impériale. Hican décida d'emmener sa sœur dans sa chambre. Soudain, Lionel sentit de la fièvre dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu si chaud tout à coup ?» demanda Hican. Soudain, un rayon de lumière jaillit de la poitrine de Lionel. Alors qu'il se promenait dans le jardin, le prince Argis remarqua que certaines fenêtres du domaine ducal s'étaient soudainement illuminées d'une lumière blanche et brillante. « Bon sang, Loucha, qu'est-ce qu'on fait de toi maintenant ?» Hican était surpris que sa sœur se soit transformée en renard.
Il pensait que la magie de son frère Vermont était plus stable. Il ne nous reste plus qu'à espérer que personne n'ait vu ta transformation, sinon nous aurons des ennuis. Il faut retrouver Vermont tout de suite. Hikan laissa sa sœur dans le jardin d'hiver et partit lui-même à la recherche de Vermont. Bon, il faut que je me calme. Il ne se passe rien d'effrayant. Mes frères vont me protéger. C'est dommage, bien sûr, que le banquet batte son plein et que je me cache dans le jardin d'hiver, se dit Lionel. La lumière venait d'ici, marmonna Agris en entrant dans le jardin d'hiver. Qu'est-ce qu'il fait ici? Se demanda Lionel. Et que fait un renard argenté ici? S'exclama Agris en apercevant Lionel parmi les pots de fleurs. Soudain, Lionel entendit une musique familière et la voix de quelqu'un qui l'incitait à courir. Agris tendit la main pour attraper un petit renard argenté. Dans la même seconde, Lionel se précipita vers la sortie. Des ennuis, de terribles ennuis. Il est là maintenant. La voix continuait à chuchoter. Lionel s'arrêta et commença à écouter les sons. Derrière elle, elle entendit des pas. En se retournant, la jeune fille vit Peyran. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Lui demander de l'aide? Mais je sais pertinemment que Peyran n'aime pas résoudre les problèmes des autres. » réfléchit Lionel. « Oui, il m'a protégée dans ma vie antérieure, mais il n'a aidé personne d'autre. » Lionel entendit à nouveau des pas. Elle se cacha précipitamment derrière la longue cape de Peyran. « Non, la cape ne m'aidera certainement pas, je dois grimper plus haut !» La jeune fille se dit et commença à grimper le long de la jambe de Peyran. « Sœur Abelode, vous faites quelque chose ?» demanda le prince. Peyran s'inclina devant le prince. « Sœur Abelode, est-ce qu'une petite bête argentée est passée par ici ?» demande le prince. « J'espère vraiment que Peyran ne me trahira pas. » Lionel réfléchit avec crainte. « Non, je n'ai vu aucune bête, » répondit Peyran. « C'est dommage, j'ai dû rêver. Pour une raison ou une autre, je pensais que la bête courait par là. À propos, j'ai entendu dire que vous étiez venu au palais de la princesse il y a quelques jours, » dit le prince. « Oui, c'est exact, » répond Peyran. « Et si je me souviens bien, c'est vous qui étiez les gardes du corps de ma sœur. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai du mal à me souvenir d'elle. Elle était toujours gentille et douce jusqu'à ce qu'elle devienne folle. » D'une voix triste, le prince marmonna. « J'ai parfois l'impression que tout est de ma faute. J'aurais dû faire plus attention à elle, mieux m'occuper d'elle. Les choses auraient pu se passer différemment. J'étais un mauvais frère, après tout. Que pensez-vous de cela, sœur Abelode ? » « Je n'ai rien à vous dire, » répondit Peyran. « Seule votre sœur connaît la réponse à cette question. Et elle seule peut vous dire ce qu'il en est vraiment. Peyran n'a aucun souvenir de la façon dont il est venu au monde. Il n'avait pas de parents et avait grandi seul. Peyran était une bête divine, mais il ne savait pas à quel genre il appartenait. Certaines bêtes divines avaient même suggéré de tuer le garçon. D'autres le protégeaient déjà de toute leur force. À cause de Peyran, une division entre les bêtes divines était apparue. Pour se protéger, les bêtes divines ont enchaîné le garçon et l'ont placé dans un donjon. Après avoir appris à se transformer en humain, Peyran se rendit dans le monde des humains. Un jour, alors qu'il se promenait sur la place du marché, Peyran entendit parler d'un recrutement de chevaliers. Comme Peyran n'avait ni maison ni famille, il décida de rejoindre les rangs de l'empereur. Il voulait vraiment voir ce qu'il pouvait accomplir dans ce monde. Peyran a eu de la chance. Il est devenu en quelques mois le garde du corps de la princesse. Lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois, la jeune fille n'avait que 16 ans. À première vue, Lionel était une princesse, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Cependant, Peyran a senti qu'elle était différente des autres. La jeune fille était étonnamment attentive et gentille. Elle prenait soin des serviteurs et des chevaliers. Tout le monde autour d'elle aimait Lionel. Sa sincérité ne pouvait laisser personne indifférent. Elle infectait tout le monde avec son rire retentissant. La jeune fille était également gentille avec Peyran. Parfois, la princesse agaçait Peyran par sa naïveté, mais il était toujours agréable pour lui d'être près d'elle. Ces sentiments le mettaient mal à l'aise. Avec le temps, Peyran commença à remarquer que les sentiments qu'il éprouvait pour la jeune fille devenaient chaque jour plus forts. Cela l'effrayait. Il lui semblait que s'il s'éloignait de la princesse, ses sentiments finiraient par s'estomper. C'est pourquoi il décida de partir à la guerre. Il lui semblait que s'il défendait les territoires de l'Empire,
Il n'aurait plus le temps de penser à la princesse. Il n'était entouré que de morts. Il y avait de la douleur et de la souffrance partout. Peyran sentait constamment le goût du métal dans sa bouche. Au milieu de la poussière et du feu qui envahissait le champ de bataille, lorsque Peyran donnait un coup d'épée, lorsque la vie de quelqu'un était en jeu, il pensait involontairement à la princesse. Peyran commença à sentir qu'il devenait lentement fou. Même loin de Yonel, il ne pouvait pas l'oublier. Il avait beau essayer de nier la vérité, il devait finir par l'accepter. Yonel avait souvent dit à Peyran qu'elle voyait en lui le futur héros du pays. Il décida donc de remporter la guerre et de ne rentrer au palais qu'ensuite. Peyran remporte victoire sur victoire. Le grand prêtre, impressionné par le dévouement du jeune homme, le nomme capitaine des chevaliers. Avec le temps, Peyran devint un héros, célèbre dans tout le continent. Peyran voulait retourner au palais le plus vite possible et revoir le sourire de la princesse. Malheureusement, Peyran ne pouvait pas dire à la princesse ce qu'il avait accompli pendant la guerre. Lorsqu'il revint, Yonel était mort. Lorsque le prince partit, Peyran sortit un renard de derrière son manteau. « Que fais-tu ici, renard ? Le duc ne t'a-t-il pas prévenu de ne pas être vu par les humains ?» demanda Peyran. « Et ne crois pas que tu auras toujours autant de chance. Je vais te rendre à tes parents. » On entendit des bruits de pas. Hikan courut vers Peyran et lui arracha sa sœur des bras. « Explique-toi, » ordonna Vermont. Peyran dut raconter à ses frères comment il avait rencontré le renard. « Voilà ce qui s'est passé. Pour être honnête, je ne comprends pas du tout comment c'est arrivé. Je suis le gardien de la tour. Comment ai-je pu laisser cela se produire ? 2 fois déjà. » Vermont se mit à marmonner, pensif. « C'est parce que tu n'es pas un bon mage et que tu as mauvais caractère, » dit Hikan. « Alors elle ne peut toujours pas se transformer en humain ?» demanda Peyran. « Oui, elle reste toujours sous la forme d'un renard, alors je dois constamment maintenir le sort de transformation. Pour une raison inconnue, elle se transforme encore et encore. Si cela se produit en public, il y aura des problèmes, » répondit Vermont. Peyran promit de l'aider, ce qui étonna les frères. Après le banquet, il y eut un véritable remue-ménage dans l'Empire. Les journaux écrivirent que le duc Elaran et sa femme étaient apparus en public pour la première fois depuis longtemps et qu'ils avaient également montré leur belle-fille. La famille du duc, qui défendait silencieusement les frontières nord du pays, organisa une réception vraiment somptueuse. Cela ne s'est pas fait sans heurts avec la famille impériale. C'est maintenant à la classe supérieure de prendre parti. Tout s'est déroulé comme je le souhaitais. Maintenant, dis-moi ce que Seria et moi avons manqué, demanda Lanor à son fils. Vermont lui dit que le prince avait vu Lusha sous forme animale. Heureusement, Peyran passait par là et l'a aidé. Il a également promis d'apprendre à Lusha à se transformer en humain. Oh, je n'aime pas tout ça. Oh, et Peyran, il se mêle toujours de tout. Je crois qu'il est temps d'envoyer un message à Mohian, dit Lanor. Après le banquet, Hikan décida d'apprendre à sa sœur à marcher. Je vois que ma petite fille apprend à marcher. Quelle fille intelligente! Au fait, Hikan, prépare-toi, nous partons, dit le duc en regardant dans la pièce. Où allons-nous? Demanda Hikan. Le duc lui répondit qu'il devait avoir Peyran de toute urgence. As-tu décidé de ne pas cacher ta fille? Demanda Hikan à son père. Il avait remarqué que le duc avait commencé à emmener sa fille partout avec lui. Pourquoi? Tout le monde peut le voir. Je ne vois pas l'intérêt de la cacher, répondit Lanor. Je pense qu'Agris est convaincu que le duc veut prendre le trône. Maintenant, les relations entre eux ont été complètement gâchées. Maintenant, le duc voyage ouvertement pour rencontrer le commandant des chevaliers. Où cela va-t-il nous mener? Pensa Yonel. Le duc veut-il vraiment se faire remarquer sur le plan politique? Mais pourquoi? Et Peyran acceptera-t-il de l'aider? J'en doute fortement. Je suis désolée, mais Sir Abelod est absent pour le moment. Il n'a pas dit quand il reviendrait. Bégayant et embarrassé, le majordome dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le garçon aux cheveux noirs. Il descendit lentement les escaliers en direction des invités. « Peyran a un enfant? Pourquoi ne l'ai-je pas su ?» s'étonna Yonel. « Je vous salue, votre seigneurie. Je m'appelle Ian. Je suis le cousin de Sir Abelod. » Si c'est le cousin de Peyran, pourquoi se ressemble-t-il autant? Ce garçon est-il aussi une bête divine? Se demanda Yonel. Je ne savais pas que Peyran avait un frère aussi adorable. Pouvons-nous l'attendre ici? Demanda le duc.
Ian les conduisit dans le salon. « Je sais pourquoi vous êtes venus ici. Pardonnez-moi, mais à la demande de sœur Abélode, je ne parlerai qu'à la jeune femme, » dit le duc à Ian. « Je vois tout de suite que vous êtes de la même famille. Votre tempérament est tout aussi désagréable. S'il vous plaît, jeune professeur, prenez soin de ma petite fille. » Le duc fit asseoir sa fille sur une chaise. Lionel ne voulait pas rester seul avec un garçon qui lui était inconnu. Le duc assura à sa fille que tout irait bien, qu'elle pouvait se calmer. « À toi, ma sœur !» cria Hikan et sortit de la pièce avec son père. « Peux-tu te transformer en renard maintenant ?» demanda Ian. Lionel secoua négativement la tête d'un côté à l'autre. « Alors tu ne peux pas devenir toi-même un homme ou une bête », conclut Ian. « Non seulement ce garçon ressemble à Peyran, mais il parle comme lui, » nota Lionel pour elle-même. « Je m'excuse, » dit Ian en touchant le front de la jeune fille avec son doigt. « Oui, vous êtes vraiment une espèce spéciale dont l'existence mènerait au désastre, » marmonna Ian. « Il y a longtemps, les bêtes divines ont uni leurs forces pour empêcher une catastrophe imminente. Toutes les bêtes divines sont nées des fragments d'âme d'un Dieu créateur. Parfois, il arrive qu'un morceau plus grand que les autres se détache. Ce gros morceau se transforme en une espèce particulière de bête divine. 6 bêtes sont les plus proches du Dieu. Cependant, il est difficile de contrôler une force aussi énorme qui finit par éclater, entraînant un désastre. Lionel ne voulait vraiment pas devenir une catastrophe, car les bêtes divines qu'elle aimait pourraient en souffrir. Ian prit la jeune fille dans ses bras et l'emmena dans le jardin. Il voulait lui montrer quelque chose. « Jeune fille, regarde là-bas !» Ian pointa son doigt au fond du jardin. Lionel vit des papillons roses translucides. Ils commencèrent à chuchoter qu'ils voulaient attraper Loucha. « Ce sont des esprits », Ian expliqua. « Je crois qu'elles nous voient, mais ce n'est pas grave. » Les esprits chuchotèrent. Lionel se souvenait parfaitement qu'après l'une des catastrophes, les bêtes divines avaient perdu le contact avec les esprits. Mais pourquoi pouvaient-elles les voir et les entendre maintenant? Ian laissa la jeune fille dans le jardin. Les esprits tournaient sans cesse au-dessus d'elle. Lionel remarqua que les esprits avaient peur de Ian, mais qu'ils étaient attirés par elle. Lionel se souvenait avoir entendu des voix similaires lors de sa renaissance et lorsqu'elle était en danger. La jeune fille devina que les esprits l'avaient toujours aidée. Ian s'approcha de la jeune fille et la prit à nouveau dans ses bras. Les esprits ont chuchoté que le méchant homme était revenu. Ian dit à la jeune fille que l'évêque était arrivé et qu'elle n'avait pas intérêt à le croiser. Lionel ne comprenait pas pourquoi Ian ne voulait pas qu'elle rencontre l'évêque. Après tout, il a une réputation parfaite. Il est aimé et respecté par les gens. Il veut faire peur à Loucha. Il est mauvais. Mais nous l'aiderons. Nous sauverons Loucha. Aie confiance en nous. Les esprits chuchotèrent. Les esprits se transformèrent en longs fils roses et se dirigèrent vers le manoir de Peyran. Une mélodie calme commença à jouer. « Quelque chose de mauvais va certainement se produire maintenant », pensa Lionel avec effroi. Certaines bêtes divines ont insisté pour tuer Peyran. Elle pensait qu'il était le signe avant-coureur d'une catastrophe. « On ne peut pas intimider un enfant sans défense. Personne ne sait s'il mènera au désastre ou non », crièrent les bêtes divines qui étaient du côté de Peyran. « Et pourquoi te donner en spectacle devant un enfant ?» s'étonna Lanor. « Ce n'est pas parce que vous avez eu la chance de n'être bêtes divines ordinaires que vous avez le droit de vous comporter ainsi. »« Mais à quoi je m'attendais ?» s'exclama Lanor. « Quoi qu'il en soit, on ne peut pas tuer un petit enfant. Il n'a encore rien fait. Je ne me laisserai pas faire. » Peyran avait déjà réussi à tout sauver. Cependant, un collier a été placé autour de son cou qui restreint sa magie. La magie du gamin est instable. C'est sans doute pour cela qu'il doit toujours utiliser sa forme adulte, remarqua Hikan. Peyran était encore très jeune. Sous sa forme humaine, il ressemblait à un adolescent, mais avec l'aide de pouvoirs divins, il pouvait se transformer en adulte. Comme sa magie était instable, il reprenait régulièrement son apparence habituelle pour récupérer. Peyran m'a récemment demandé s'il était possible de ramener une personne à la vie. Je lui ai répondu que je n'avais pas d'informations à ce sujet pour le moment. Raconte Lanor. Tu ne le sais pas, mais il est venu récemment dans la forêt divine et a demandé de l'aide aux anciens devant tout le monde. Apparemment, après cela, on a parlé de sa folie. « Es-tu sûr qu'on peut lui confier notre Loucha ?» demanda Hikan. « Il n'est pas assez fou pour faire du mal à un enfant, » répondit Lanor.
Lanor ouvrit la porte d'entrée du manoir de sœur Abélode et vit l'évêque sur le pas de la porte. Lanor n'aimait pas l'évêque, mais essayait de ne pas le montrer. « Cela fait longtemps, votre seigneurie. Je suis venu ici dès que j'ai su que vous étiez là, » dit l'évêque. Lanor avait toujours l'impression que l'évêque devinait qu'il était une bête sacrée. L'évêque proposa au duc de se promener un peu dans le jardin. « Il y a eu un terrible incendie dans la maison du marquis d'Azurel. Je suis très inquiet car c'est vous qui êtes soupçonné. Comme seule la chambre du marquis et de la marquise a brûlé, on dit qu'il s'agit de magie, » dit l'évêque. De plus, au cours du banquet, leur fille s'est montrée grossière envers votre femme. La rumeur dit que c'est pour cela que vous avez engagé le gardien de la tour. Pensez-y. Si le gardien de la tour lui-même m'écoutait comme ça, il y a longtemps que j'aurais obtenu l'indépendance du duché, dit Lanor en riant joyeusement. Bon sang, je crois qu'on nous a démasqués. Ce jour-là, Vermont a décidé de faire disparaître le marquis et sa famille de la surface de la terre. J'ai promis à Seria qu'il n'y aurait pas de problème. J'ai cependant demandé à Vermont de procéder avec prudence, se dit Lanor. Vermont a suggéré d'allumer un petit feu dans la maison. Il voulait effrayer le marquis pour qu'il se comporte plus prudemment. Il n'y a pas longtemps, un des évêques s'est rendu chez le Créateur. Depuis, il se passe des choses étranges. J'espère que vous, votre seigneurie, vous abstiendrez de tuer sans raison. L'évêque poursuit. À propos, je n'ai toujours pas vu votre fille. Pourriez-vous me la montrer ? Non, je m'y oppose fermement car elle est très petite et a peur des étrangers, répond Lanor. Soudain, il y eut une explosion. Le ciel se colora en rose. Ce n'est manifestement pas un phénomène naturel, se dit Lanor. Ian dut créer un grand filet pour attraper les esprits dispersés. Quelques instants plus tard, le ciel était à nouveau d'un bleu tendre. Voilà pour les pouvoirs spéciaux, résuma Ian. Je vois maintenant ce qui va se passer si je n'apprends pas à contrôler mon pouvoir, pensa Ionel. Avec un grand cri, Ian tomba au sol, libérant la fille de ses bras. Ian s'agrippa à son cou et commença à rouler d'un côté à l'autre. Ionel remarqua que le cou du garçon était couvert de hiéroglyphes. Un instant plus tard, Ian tomba au sol, inconscient. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce que c'est que ces signes sur son cou ? Ionel rampa jusqu'à Ian. « Ne t'approche pas de moi !» Ian poussa un sifflement. Des papillons noirs s'envolèrent moiants vers Ionel et commencèrent à la chasser le plus loin possible de Ian. Je l'ai vu se déchirer le cou en une pulpe sanglante. Je ne peux pas le laisser. Je dois soulager sa douleur, se dit Ionel. Lorsque Ian ouvrit les yeux, il vit la princesse devant lui. Soudain, le corps de Ian s'illumina d'une lumière intense. Lanor et Hikan se précipitèrent vers la lumière. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils virent Ian inconscient. Lusha était allongée sur le sol à côté de lui. Le duc prit sa fille dans ses bras et la serra contre lui. « Je ne peux pas croire que son pouvoir soit à nouveau incontrôlable. Alors il va falloir faire quelque chose, » pensa Lanor. Assise dans les bras de son père, Ionel décida de réfléchir à la situation. Elle réalisa qu'elle et Ian appartenaient à une espèce spéciale et qu'ils pouvaient donc voir les esprits et utiliser leur pouvoir. De plus, Ionel se rendit compte que les esprits étaient assez têtus et qu'il faudrait donc beaucoup de patience pour les guérir. Il faudrait apprendre à les contrôler. La jeune fille devina également que les hiéroglyphes sur le cou de Ian lui faisaient mal lorsqu'il utilisait sa magie. Ionel comprit qu'elle connaîtrait le même sort si elle n'apprenait pas à contrôler les esprits. La jeune fille nota que lorsque Ian était inconscient, il l'appelait princesse Ionel. Elle ne se souvenait pas l'avoir vue dans sa vie antérieure. Et pourquoi avait-il parlé de la princesse ? Ionel décida que dès qu'elle en aurait l'occasion, elle ne manquerait pas de demander à Ian comment il connaissait la princesse. Pourtant, tous ces événements sont comme un coup de tonnerre. Je trouve cette situation extrêmement amusante. Qu'en est-il de cette affaire ? L'homme à la cape noire demanda à l'évêque. « Le coupable n'a toujours pas été retrouvé, » répondit l'évêque. « Et comment vont Fernando et Lanor ?» demanda l'homme au manteau noir. « Nous avons exécuté vos ordres à la lettre, » dit l'évêque. « C'est une merveilleuse nouvelle. Et ne quittez pas des yeux la jeune duchesse, » ordonne l'homme à la cape noire. « De grands changements se préparent et nous n'avons pas besoin d'ennui. Cela fait presque 2 mois que je me suis transformée en une bête divine nommée Lusha. Pendant tout ce temps, ma famille a pris soin de moi sans relâche.
Ils m'ont ramené dans ma chambre après que je me sois évanouie et ne m'ont pas quitté d'une semelle, pensa Lionel. J'ai remarqué qu'ils ont commencé à me regarder avec des yeux complètement différents. Que s'est-il passé? Est-ce qu'ils se soucient vraiment beaucoup de moi? Dans ma vie passée, quand j'étais malade, j'étais soignée par des serviteurs. Parfois, mon père était tellement occupé qu'il n'avait même pas le temps de me rendre visite. Même si j'étais entourée de soins, je me sentais seule. Le lendemain, les frères décident d'organiser un petit pique-nique pour leur sœur. Comme la jeune fille était déjà capable de marcher, elle a été autorisée à se déplacer seule. « Hika! Verrou !» cria joyeusement Lionel. Elle était impatiente d'apprendre à parler le plus vite possible pour pouvoir tout raconter à sa nouvelle famille, et elle s'entraînait sans relâche. Lionel demanda à ses frères la permission de se promener dans le jardin. Dans le jardin, Lionel rencontra par hasard un garçon aux cheveux blonds. Sa tignasse ressemblait à un tas de paille. « Veux-tu m'épouser » le garçon lui demanda de façon inattendue. Icane et Vermont gardèrent leur regard fixé sur les enfants assis en face d'eux. Leur nounou était assise à côté des enfants. « Et comment se fait-il que nous ne soyons pas seuls en vacances ici de toute façon » murmura Vermont. « Je m'appelle Ilix et voici ma sœur jumelle Eva. » Le garçon aux cheveux blonds se présente. « Et moi, je suis Lusha. » Lionel se présenta. « Quel beau nom vous portez finalement !» Le garçon s'exclama. « Et ce garçon est intelligent. Pourtant, il fait semblant de ne pas remarquer que ces et deux-là le regardent. » Nota Lionel pour elle-même. « Joignez-vous à nous, notre nounou Gianna cuisine le meilleur. Le genre de tarte que vous n'avez certainement pas goûté, » dit Ilix. Lionel était heureuse d'avoir rencontré ces enfants dans le jardin. Dans sa vie précédente, la jeune fille n'avait pas eu l'occasion de fréquenter ses camarades. Son père avait toujours été très protecteur et ne l'avait autorisée à fréquenter que les servantes. Lionel était ravi d'avoir des amis de son âge dans cette vie. Soudain, un garçon se précipita et versa un seau d'eau sale sur les gâteaux. Il n'y avait rien de comestible là-dedans de toute façon. Le garçon a crié d'une voix joyeuse. 6 amis se sont immédiatement précipités vers lui. « Excusez-vous maintenant !» s'écrie Lionel. Elle n'a pas eu le temps de goûter les gâteaux. Elle est donc très en colère. « Vous êtes de la noblesse, n'est-ce pas? Alors sois notre ami. Pourquoi as-tu besoin de ces roturiers ?» demanda le garçon. « Il est venu et a gâché tout notre pique-nique. Il pense qu'il peut se comporter ainsi à cause de la différence de statut. L'avenir de l'Empire Roachim est-il vraiment si sombre ?» s'exclama Lionel, horrifié. Lionel réalisa soudain qu'il était peu probable que son frère aîné Icane laisse cette situation sans réagir. Elle courut vers son frère et commença à le supplier de la prendre dans ses bras. Lionel décida de distraire Icane. La jeune fille était sûre que Vermont était plus calme et plus raisonnable, et qu'elle ne risquait donc pas de faire une bêtise. « Oh, je ne sais même pas quoi faire pour toi !» Vermont se mit à marmonner, pensif. Lionel s'agrippa fermement à la cape de Vermont. Aucune rumeur ne pouvait se répandre sur le fait qu'une bagarre avait éclaté dans le parc à propos de la jeune duchesse. « Lâche, tu te caches derrière les adultes !» cria le garçon en colère. « Tu avais une chance de sortir d'ici en un seul morceau, mais tu ne l'as pas saisie. » Icane et Vermont s'exclament d'une seule voix. En poussant de grands cris, les enfants, menés par le garçon en colère, s'enfuirent en courant. « Ils sont de la noblesse, n'est-ce pas? Ils viennent des familles de comtes et de marquis. » Ilix marmonna d'une voix effrayée. « Ne t'inquiète pas, » dit Lionel. Elle devina qu'Ilix avait peur de ses enfants. Il pourrait revenir et commencer à se venger. « Ignorant roturier! Que vous permettez-vous » cria une femme en robe jaune vif qui s'approchait. Derrière elle se tenaient plusieurs autres femmes. Lionel savait qu'au bout d'un moment, cette femme devrait revenir sur ses propos, car seule la famille de l'empereur était au-dessus de la famille Elaran. Lanor se rendit à la ville de Baleine, située dans l'Empire maritime. « Comme c'est paisible ici, pas du tout comme à Roachim. C'est enviable, » pensa Lanor en observant les habitants de la ville. « Ah, j'ai remarqué que tous les habitants de cette ville sont heureux. Et c'est grâce à toi, mon cher ami. N'ai-je pas raison, Moyan ?» demanda Lanor à l'homme qui se cachait derrière un arbre. « Et pourquoi es-tu venu ici? As-tu besoin de quelque chose de moi ?» demanda Moyan. « Il y a une cérémonie pour l'anniversaire de Lusha qui approche, et il semblerait que ma fille appartienne à une lignée particulière. Je ne voudrais pas que quelqu'un le sache, » répond Lanor. « Es-tu devenue complètement folle ?» s'exclama Moyan.
Non, tu te souviens parfaitement des histoires de Péran. Je ne veux pas que ma fille soit enchaînée, elle aussi, ou pire, tuée. Vous savez que je ne resterai pas sans rien faire pendant que ma fille est maltraitée. C'est pourquoi je suis venue vous demander de l'aide, dit Lanor. D'accord, je suis d'accord. Mohian savait que s'il refusait sa compagne maintenant, il se sentirait coupable pour le reste de sa vie. J'ouvrirai le coffre et je prendrai l'objet qui me permettra de contenir son pouvoir, promit Mohian. Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Seria est elle-même dans le coffre en ce moment. Elle y prendra ceux dont elle a besoin. J'attends de vous une aide d'une autre nature. Lanor avoua. Yonel et sa nouvelle famille retournèrent dans la forêt divine. Elle devait assister à une cérémonie d'anniversaire. Elle se déroulait généralement au lac de la vie. C'était l'endroit le plus sacré de la forêt. C'était le seul endroit où l'on pouvait recevoir une véritable bénédiction. Yonel remua le bracelet qu'elle portait à la patte. Elle voulait vraiment retourner dans le monde des humains le plus vite possible et l'enlever. « Lusha, arrête de te lécher la patte. Sois patiente un moment. Personne ne doit deviner que tu portes un bracelet de limitation de pouvoir, » dit Seria à sa fille. Les bêtes divines commencèrent à arriver pour la cérémonie. Les anciens de chaque espèce étaient également présents. « Ah, c'est donc la petite Luanstella ? Bien sûr, on m'avait dit qu'elle était toute petite, mais elle est encore plus petite que je ne le pensais. On dirait un nouveau-né. » L'aîné de la famille de loups s'exclama. « Lusha, tu te souviens de ce que je t'ai appris ?» Lanor plaça sa fille près du lac. Quelques heures avant la cérémonie, Lanor avait dit à sa fille que dans le reflet du lac, la bête divine se voyait dans le futur. Personne d'autre ne peut la voir, et si la bête prend sa forme, le lac lui montrera le chemin vers les 6 piliers de lumière. Yonel s'approcha prudemment du lac et y jeta un coup d'œil. Dès qu'il toucha l'eau lisse avec sa patte, elle devint immédiatement rose. Yonel vit dans le reflet de l'eau un grand renard rose avec de nombreuses queues. Un instant plus tard, l'eau se mit à bouillonner et à monter. Le lac saisit Yonel et l'entraîna vers le fond. Lorsque Yonel remonta à la surface, elle vit plusieurs piliers de différentes couleurs. « C'est ça, j'ai vu les piliers. La cérémonie est terminée. Nous devons rentrer chez nous. Mais comment faire? S'il y a une porte par ici ?» se dit Yonel. « Quel étrange renard! C'est sûrement une bête divine! Et quel est le nom d'une telle mignonne ?» Les piliers chuchotèrent. « J'appartiens à l'espèce des renards argentés. Je m'appelle Luenstella !» cria Yonel. « Jeune bête divine, nous entends-tu? Comment est-ce possible? Au fait, quel est ce bracelet sur ta patte? Tu as l'air très suspect, » dirent les piliers. À la même seconde, le bracelet que Seria avait soigneusement déguisé avec sa magie s'envola de la patte de Yonel. « Pensais-tu vraiment pouvoir nous tromper avec une magie aussi pathétique? Tu n'es qu'un stupide renard, en fin de compte. Nous avons déjà deviné que tu es d'une espèce particulière. Tu es le signe avant-coureur d'un désastre. Ton existence même nous réserve des malheurs, » dirent les piliers. Yonel sentit le lac commencer à l'attirer de nouveau vers le fond. « Je ne suis pas un signe avant-coureur de catastrophe! Je ne le suis pas !» cria Yonel. « On ne peut pas te laisser en vie. On en a déjà raté une. Nous ne pouvons pas laisser venir les temps sombres. Ne nous blâme pas, mon enfant. Si tu savais la calamité qui nous attend, tu aurais accepté la mort toi-même. » Les piliers s'exclamèrent, et le lac se jeta sur Yonel avec une vigueur renouvelée. Soudain, Yonel prit forme humaine et entra dans une ville en feu. Partout, on entendait des cris de gens effrayés. Ils appelaient à l'aide. « C'est le passé! Mais tu ne peux pas échapper au destin. À cause de vous, l'histoire peut se répéter. » Les piliers expliquent. « Non, je ne le suis pas, je vous en supplie. Arrêtez de me raconter ces bêtises. » Yonel plaqua ses mains sur ses oreilles. Des larmes coulaient de ses yeux. Soudain, on entendit un bruit de verre brisé. Des centaines de papillons roses volèrent vers Yonel. « Nous allons te sauver. » D'une voix calme, les papillons chuchotèrent et entraînèrent Yonel derrière eux. Une mélodie familière et agréable se fit entendre.